L'heure des Pro 2 du vendredi. Ravi de vous retrouver. On est ensemble pendant une heure pour décrypter l'actualité et en débattre avec mes invités. Je fais les présentations dans quelques secondes, mais à quasiment 20h. On fait d'abord un point sur l'actualité avec Sandra Chiombo. Emmanuel Macron sera investi ce samedi pour un second quinquennat. L'Élysée annonce une cérémonie sobre qui s'enracine dans l'histoire de la République. Le président fera son entrée à 11h dans la salle des fêtes du Palais. 500 personnes sont attendues, ses proches, des membres du gouvernement, des anciens présidents, des soignants, des sportifs ou encore des responsables d'associations. Les Républicains lancent officiellement leur campagne pour les législatives. Près de 400 personnes, dont une centaine de candidats au scrutin, sont attendus ce samedi au Conseil national. Il se tiendra à huis clos au siège du parti à Paris. Les candidats devront signer une charte affirmant leur indépendance politique. Le Puy du Fou s'exporte aux États-Unis avec un nouveau spectacle inspiré de l'histoire du peuple Cherokee. Il sera monté dans l'État du Tennessee, berceau des Cherokees. L'accord a été conclu jeudi entre le parc d'attractions vendéen et des représentants Cherokees. Le spectacle verra le jour en 2024. Bonne info ça, le Puy du Fou qui s'exporte aux États-Unis. Le Crazy Puy, ils vont l'appeler là-bas. Elisabeth Lévy, bonsoir. Directrice de la rédaction de Causeur. Kevin Bossuet, professeur d'histoire-géographie en banlieue parisienne. Bonsoir Amine Barki, élu PS à Montreuil, enseignant à Polytechnique. Bonsoir à William Tay, président du groupe de réflexion Le Millénaire. Bonsoir. Merci à tous les quatre d'être présents. On a une grosse page politique pour entamer cette heure des Pro 2. Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy ne se quittent plus. C'est une histoire d'amour, chers amis. Au moment où les Républicains peinent à se relever du piètre score de Valérie Pécresse à la présidentielle et que l'inquiétude monte autour des personnalités LR qui pourraient rejoindre la majorité, Nicolas Sarkozy, on l'apprend, continue de s'éloigner de sa famille. Il sera, comme François Hollande d'ailleurs, à la cérémonie, présent à la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron. Arrêtez, Elisabeth, j'ai pas fini, qui aura lieu demain à l'Élysée. Et si, j'y vois un signe de plus d'un rapprochement entre Nicolas Sarkozy et le président réélu et un éloignement de facto avec sa famille, les Républicains. Non mais cet éloignement et ce rapprochement sont tout à fait réels. En revanche, le fait qu'il soit à la cérémonie d'investiture ne prouve strictement rien. Il y aurait été de toute façon. C'est un ancien président de la République. C'est la tradition. Ah non, mais j'ai lu que c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que des anciens chefs d'État assistent à l'investiture du président. Donc c'est exceptionnel. C'est exceptionnel en soi. Par ailleurs, moi il me semble, alors peut-être j'entends votre truc, mais il me semble pas, si vous voulez, que ça, si vous voulez, on aurait invité Nicolas Sarkozy par ailleurs, même s'il était resté aux Républicains, ça ne m'aurait pas choqué. C'est pas là que je vois un signe de ce que vous avez décrit, qui est parfaitement juste par ailleurs. Si vous voulez, ça y est, il a largué les amarres. Ça fait des mois qu'il fait les entremetteurs pour aller chercher des personnalités LR dans la majorité présidentielle. C'est un signe. Je dis pas que c'est un événement. Et d'ailleurs, on va passer 3 minutes sur ce sujet. Mais c'est un signe, en effet, d'un divorce acté avec les Républicains et d'un rapprochement acté également avec Emmanuel Macron. Non, je suis pas sûr. C'est la première fois qu'on a autant de présidents d'anciens présidents qui souhaitent revenir à l'Élysée. On savait que Valéry Giscard d'Estaing avait refusé, depuis son départ en 1980, de revenir à l'Élysée. Quand François Mitterrand a quitté l'Élysée, malheureusement, il est décédé un an après, et il ne peut pas être à la cérémonie alors qu'il venait de quitter l'Élysée. Donc en fait, il y a une forme de paradoxe qui fait qu'il n'y a jamais eu autant d'anciens présidents encore en possibilité de venir à une cérémonie. Et donc, pour moi, il n'y a absolument aucun fait politique dans cette situation. On va revoir Nicolas Sarkozy et François Hollande côte à côte, comme on les a vus à plusieurs reprises, notamment quand il y a eu, je crois, les cérémonies sur les attentats de Nice, où ils étaient là tous les deux. Voilà. Je ne suis pas encore allé vers William Tay, qui je suis sûr va aller dans ma direction, parce que c'est celui peut-être autour de cette table qui connaît le mieux Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, un de ses soutiens. Le chouchou déjà. Il y a un des soutiens de Nicolas Sarkozy qui abonde dans la presse aujourd'hui. Il dit... Il ne croit plus, un soutien de Nicolas Sarkozy qui dit donc qu'il ne croit plus en LR et pense que l'avenir de la droite ne peut que se jouer dans le cadre d'un accord de travail avec l'actuelle majorité. Vous partagez ? En fait, ce qui se joue, c'est qu'en fait, il y a deux tendances qui se dessinent sur LR. Il y a une partie qui se dit que pour revenir au pouvoir, il faut rentrer au gouvernement et faire un peu ce qu'avait fait le SPD en Allemagne après Gerhard Schröder, donc qui fait alliance avec Angela Merkel pour ensuite préparer l'après-Macron. C'est l'avis de Nicolas Sarkozy. Il y a une autre partie de LR menée par Retailleau, Lisnard et Wauquiez qui pense qu'en fait, il faut aller à droite toute et en fait faire une rupture complète avec le macronisme. Et ce qui
se joue, c'est pas le fait qu'ils soient pas d'accord, qu'ils sont plus chez LR, c'est qu'il y a deux stratégies différentes qui s'opposent. Il y a une stratégie qui se dit, de toute façon, on n'a rien en stock. LR, ils l'ont encore en travers de la gorge, quand même, le non-soutien de l'ancien président et probablement cette... Oui, mais si vous voulez le soutien de Sarkozy, vous savez comment ça fonctionne. Vous vous imposez parce que vous êtes fort et parce que vous imposez à Sarkozy son choix. Nicolas Sarkozy... Ou alors il faut dire qu'il a été un grand président, ce que n'a pas fait Valérie Pécresse. Oui, mais regardez par exemple François Fillon. François Fillon et Nicolas Sarkozy s'étaient opposés. Et Nicolas Sarkozy avait soutenu François Fillon. Donc il y a une raison pour laquelle, parce que François Fillon avait 20% et qu'il était fort et qu'il avait un programme qui était clair. Je pense que la difficulté qu'avait LR, c'était qu'une difficulté stratégique auquel il ne se place pas sur le nouveau clivage. Sur le nouveau clivage, vous avez 3 blocs. Vous avez un bloc de gauche, un bloc central et un bloc de droite. Soit vous êtes dans le bloc central, soit vous êtes dans le bloc de droite. C'est là où se joue l'avenir de la droite. Et en tout cas, l'avenir de Nicolas Sarkozy n'est plus dans le bloc de droite. On commence à le comprendre. On va passer au sujet suivant. Un petit mot là-dessus, Kevin Bossuet. Oui, Nicolas Sarkozy cherche tout simplement à exister. C'est Rachida Dati qui disait que Nicolas Sarkozy faisait de la politique depuis 1955, année de sa naissance, parce qu'il a besoin de ça. Il a besoin de peser sur les décisions. Et en échange, Emmanuel Macron voit ça d'un très bon œil, ce rapprochement, puisque ça lui permet, entre guillemets, de foutre le bordel à droite et de tuer encore un peu plus LR. Et dernière chose aussi, je veux dire, Nicolas Sarkozy a tout intérêt à avoir le pouvoir avec lui. Il est empêtré dans des affaires judiciaires. Donc il est préférable quand même d'avoir Emmanuel Macron de ce côté. Mais quand même, moi qui connais beaucoup de militants... Non, mais moi qui connais beaucoup de militants... C'est pas vrai de dire ça parce que Nicolas Sarkozy... Je dis ce que je veux déjà. Nicolas Sarkozy a été plus condamné sous Emmanuel Macron que sous François Hollande. En termes de condamnation, c'est réel. Ouais. Non, mais juste une chose. Je trouve quand même qu'il y a beaucoup de militants, beaucoup d'électeurs qui ont été très déçus par Nicolas Sarkozy. Le fait qu'ils ne soutiennent pas ouvertement Valérie Pécresse, c'est été pris pour un acte de trahison. Et je crois qu'il est temps que la droite tourne la page du Sarkozisme pour reconstruire autre chose. Il y a un moment, il faudrait peut-être se poser la question des anciens présidents, justement, si on ne devrait pas commencer à se poser la question d'un devoir de réserve, d'un véritable retrait une fois le mandat effectué. Parce qu'il y a un côté un petit peu... Regardez je suis désolé, on ne peut pas dire... C'est une drogue, la politique, on a compris. On ne peut pas dire les anciens présidents. D'abord, chacun a sa spécificité, parce qu'on ne commande pas du tout la présence de François Hollande. Je vous rappelle que François Hollande avait gardé un chien de sa chienne, si vous me permettez, ça veut dire qu'il n'était pas content. C'est une vieille expression française. Il a gardé un chien de sa chienne. Et à Emmanuel Macron, qui ne s'est pas comporté, disons, je veux dire, il peut aussi s'estimer trahi. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que Sarkozy jouait, Kevin a raison, il jouait un peu le rôle de parrain de la droite, et là, il y a une page qui est tournée à LR, et je pense, il y a aussi des pages générationnelles, on le voit d'ailleurs au PS, on le voit... On va en parler dans quelques instants et on est heureux d'avoir Amine Barquier également sur ce plateau parce que, cher Amine, on en parlera dans quelques minutes. On va d'abord évoquer Marine Le Pen, mais je rappelle à nos téléspectateurs que la semaine passée, sur ce même plateau, vous nous annonciez que vous étiez candidat PS aux législatives dans votre ville de Montreuil et la circonscription Montreuil-Bagnolet. Et on va apprendre aujourd'hui avec vous que vous cédez votre place, pas à n'importe qui, à Alexis Corbière. Alors ce sont deux profils qui, je trouve personnellement, très opposés et je ne comprends pas franchement que vous cédiez votre place. Mais on va en parler dans quelques instants. Alors là, Amine, ça c'est vraiment Amine, c'était avalé par LFI. Mais ça bon, c'est vraiment triste. Ça me chagrine. Ça me chagrine. Mais aussi ça me chagrine. On va attendre 5 minutes. Après un peu de repos suite à une campagne éprouvante, Marine Le Pen va retrouver le terrain la semaine prochaine pour présenter la stratégie du RN pour les législatives. En attendant, c'est Jordan Bardella qui s'occupe un petit peu du préchauffage de cette campagne. Le président RN qui s'avoue quasiment battu d'avance, vous allez l'entendre. Emmanuel Macron aura sa majorité, dit-il, et de toute façon, Marine Le Pen ne veut pas de Matignon. Écoutez-le. Marine Le Pen ne veut pas être Premier ministre d'Emmanuel Macron. Je veux dire, Marine Le Pen nous ne souhaitons pas être des ministres d'Emmanuel Macron. On ne souhaite pas participer du saccage social, de l'explosion de la fiscalité sur l'essence, et si Marine Le Pen de l'implosion de la sécurité elle conduira la politique qu'elle dans souhaite, notre pays. Celle du Rassemblement national. Vous savez très bien, et en me disant cela, vous ne croyez même pas vous-même qu'Emmanuel Macron n'aura pas la majorité. Donc, je vous le dis, Emmanuel Macron va avoir sa majorité. Si Marine Le Pen avait été élue présidente de la République, elle aurait eu sa majorité. À 5 semaines d'intervalle, le président, il a sa majorité. Elisabeth Lévy, d'ailleurs, j'ai oublié de montrer la une du nouveau causeur Macron 2, que la fête commence demain à 11h. Je pense qu'on le vivra aussi sur CNews, l'intronisation. Et ça, c'est dans tous les bons kiosques, le causeur du mois. Oui. Drôle de déclaration quand même, Jordan Bardella. Faites pas campagne, ça ira plus vite. Non, mais pardon. D'un autre côté, on en a un peu marre. Si vous voulez, c'est vrai, par exemple, on a entendu Éric Zemmour qui continue à dire « je serai au deuxième tour », alors que tout le monde savait qu'il n'y serait pas, sauf vraiment miracle improbable, de son point de vue. Donc, je pense
qu'à un moment, on peut dire la vérité. C'est ce qu'il pense. Moi, j'en suis moins convaincu que lui, à vrai dire. Je pense que les jeux sont plus compliqués que lui. Mais ce qui est étonnant, c'est plus que de dire que Emmanuel Macron aura sa majorité, parce qu'effectivement, il y a la logique. C'est dingue de dire ça. Et ça ne ressemble pas à Jordan Bardella. Plutôt que... Ce qui m'étonne beaucoup, c'est de dire, de toute façon, c'est-à-dire d'exclure l'hypothèse même d'un point de vue intellectuel que Marine Le Pen, si le Rassemblement national gagnait les législatives, irait à Matignon. Alors ça, en revanche, c'est très bizarre parce qu'il me semble que si le RN c'est la campagne inverse de celle qui est menée par Jean-Luc Mélenchon. Ça n'a pas de sens. C'est le miroir parce que du coup, inversé, un électeur RN, il se dirait mais à quoi ça sert d'aller voter? Exactement. C'est ce que je me suis dit. Mais pourquoi ils vont faire campagne? Mais qu'est-ce que c'est que cette déclaration? Vous démobilisez tout votre électorat. En fait, tout se passe. Kevin Bossuet pour réagir comme si Marine Le Pen, le RN, ne voulait pas gouverner, en fait. Je ne pense pas. Je pense qu'en fait, Jordan Bardella... depuis 15 jours. D'accord, non mais Jordan Bardella ne veut pas faire de langue de bois, c'est quelque chose qu'il pense, donc il le dit tout simplement. Surtout que Jordan Bardella est quelqu'un de très brillant. Moi, à chaque fois, je suis époustouflé par sa prestance à la télévision. Et c'est vraiment quelqu'un qui a joué un grand rôle dans les années... Pardon ? Vous êtes premier degré, là. Ah oui, je suis tout à fait premier degré. Ah oui, non, mais je vous assure. Moi, je le trouve très talentueux. Je le trouve très talentueux, ce garçon. Alors après, mais Marine Le Pen, là, a pris des vacances, mais elle n'a pas besoin d'être là, en fait. Elle attend la recomposition de la droite. Ce qu'elle cherche, c'est finalement à tuer le parti Reconquête. Il n'y aura absolument pas d'accord entre le RN et Reconquête. Et vous verrez qu'il y a fort à parier que Reconquête n'est aucun député, en fait. De l'élection présidentielle. Attendez. La finaliste de l'élection présidentielle, ce que vous êtes en train de me dire, n'a d'autre ambition que tuer le parti qui a fait 7%. Mais actuellement, oui, mais évidemment, non, mais rapiller des sièges là, c'est perdu. Il y avait une concurrence entre elle et Éric Zemmour. Elle a tué Éric Zemmour, c'est un fait. Et autre chose, pendant 2 semaines, il y a eu une rediabolisation de Marine Le Pen. Je pense qu'elle essaye de partir un petit peu de la scène politique pour que cette rediabolisation descende et arriver à quelques jours du scrutin pour ressortir son programme un peu plus social, etc. Je pense qu'elle est dans cette stratégie et je pense qu'elle a raison à un moment donné, on l'a beaucoup vu, il faut qu'elle s'efface un peu pour mieux revenir. Moi, William Tech n'a pas encore réagi. Quand je vois la campagne, et je parlais de ce miroir inversé, quand je vois la campagne que mène Jean-Luc Mélenchon, et celle donc non existante du Rassemblement national, je trouve qu'il y a une certaine désinvolture quand même du côté de la finaliste de l'élection présidentielle. Le grand drame du camp national et de la grande droite, c'est qu'en fait il y a Marine Le Pen qui est la principale représentante et qui n'a aucune chance de gagner tant qu'il y aura Marine Le Pen. Mais en même temps, pour pouvoir gagner, c'est beau comme Zemmour, ça. En même temps, il faut éliminer Marine Le Pen et la difficulté, c'est qu'on peut pas composer avec Marine Le Pen. Il y a une grande difficulté sur ce camp-là, c'est-à-dire que Marine Le Pen est en tête, vous pouvez pas battre Marine Le Pen, vous pouvez pas composer avec. Et moi je l'analyse sur la même façon, c'est que dans les années 70, la gauche, parce qu'on va parler de la gauche, avait le même problème avec le Parti communiste. Le Parti communiste était toujours en tête aux élections, mais ne pouvait pas gagner et a dû attendre que le PS fasse le grand congrès des Pénèbres pour s'imposer. Mais là, qu'ils n'aillent pas en campagne pour les législatives. Mais de toute façon, c'est parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent pas gagner, quoi qu'il arrive. Mais non, mais alors là, Éric Zemmour a parfaitement raison sur un point. Marine Le Pen peut être candidate une 5e fois. Le score de Marine Le Pen à la présidentielle. Une 6e fois, une 7e fois, elle ne gagnera jamais. Parce qu'en fait, vous prenez les questions des élections législatives. Non, mais je vais développer sur cette question-là. Vous prenez les élections en régional. Pas de la présidentielle. Non, mais même sur les législatives, en fait, en PACA, ce qui s'est passé, que même sur un territoire qui est ultra favorable, ils ont perdu sur toutes les élections régionales, ils ont perdu à chaque scrutin où il faut faire 50+1, ils perdent tout le temps. Ils gagnent qu'en triangulaire ou en majorité relative, mais ils ne gagneront plus jamais un scrutin tant qu'ils ne feront pas 51%. Non, mais attendez, ils auront 15-20 députés. Mais ils ont aucun dernier mot là-dessus. Non, mais attends, je voudrais réagir. Excusez-moi, la politique, c'est pas seulement, si vous voulez, ça se joue pas seulement, on gagne et on perd. Il y a une présence tout de même dans le débat. Aujourd'hui, si vous voulez, je suis William Goldnadel a souvent dit ça sur ce plateau, mais il a raison. Je suis quand même, non, j'aime pas piquer sans citer. Donc, je suis quand même assez étonné qu'il n'ait absolument pas mené le combat politique contre la gauche ou contre Emmanuel Macron au demeurant pendant même la campagne présidentielle. Ils se sont, je veux dire, sa grande obsession, c'était effectivement Reconquête et Éric Zemmour, pour des raisons d'ailleurs qui sont surtout personnelles. Mais là, si vous voulez, on commence un quinquennat. Dans ce quinquennat, il faut qu'il y ait une opposition. Et vous parlez du RN qui est absent, mais moi, je trouve que la droite LR était aussi très absent. On dirait dans ce pays que Jean-Luc Mélenchon, a gagné la présidentielle. Elisabeth, en l'occurrence, là, on parle du RN parce que
qu'on rebondit sur ce que dit Jordan Bardella, qui nous dit donc Emmanuel Macron va avoir sa majorité, que Marine Le Pen ne veut pas de Matignon. Et c'est vrai qu'à un mois d'un scrutin aussi important que législative, ça peut étonner, surtout quand on a été en finale de la présidentielle. Un combat culturel. Amine Barki pour conclure. Elle se trompe parce qu'en plus, ce qui est terrible, c'est qu'elle a fait un score qui est historiquement élevé à la fois au premier tour et au deuxième tour. Il y a une dynamique en sa faveur dans les territoires où elle fait des scores très élevés. Je rappelle qu'il y a quand même plusieurs départements où elle fait plus de 60% au deuxième tour, ce qui est quand même colossal. Et elle s'arrête net. Et en plus, elle a l'expérience. C'est-à-dire qu'elle a déjà fait 2012, elle a fait 2017, 2022. On ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'il y a une fois je comprends pas. C'est vrai que politiquement, c'est difficilement explicable. Oui, Kevin, qu'est-ce qui vous fait sourire? Moi, ce qui me fait sourire, c'est qu'on est en train d'enterrer Marine Le Pen. Déjà, en novembre dernier, on enterrait déjà Marine Le Pen. On disait que finalement, elle allait être reléguée au second plan. Et résultat, elle est arrivée au second. Non, mais je suis d'accord. Mais moi, je comprends sa stratégie, je vous assure. Il y a eu une rediabolisation pendant 2 semaines. Je pense qu'elle s'efface un peu pour mieux revenir et casser cette spirale infernale. Et moi, je la comprends là-dedans. Voilà. La place de l'opposant numéro 1, elle est prise pendant ce temps-là. Après, ça, je suis d'accord. Non, mais c'est extraordinaire, ça. On dirait qu'il n'y a plus que la gauche et Macron dans ce pays. Le PS, suivez mon regard. Le PS a-t-il été liquidé? C'est la question qu'on va se poser dans un instant, cher Amine Barki. Mais d'abord, Sandra Chiyombo, le rappel de l'actualité. Nouvelle suspension d'1 semaine dans le procès du 13 novembre. L'un des 11 accusés comparaissant a été testé positif au Covid-19 à l'audience jeudi. Cette interruption intervient au 3e jour de l'audition de près de 90 parties civiles. L'audience ne reprendra pas avant le 17 mai. Le verdict, quant à lui, est attendu fin juin. L'État a été condamné à verser un peu plus de 1,4 million d'euros à la ville de Paris. L'annonce a été faite ce vendredi par la mairie de la capitale. Une indemnisation pour les dégâts causés lors des manifestations des Gilets jaunes. La condamnation a été rendue par le tribunal administratif de Paris. Elle porte sur la période de novembre 2018 à décembre 2019. Les autorités sanitaires américaines enquêtent sur 109 cas d'hépatite B inexpliqués chez des enfants. Au moins 5 décès ont été recensés. Les victimes ont un âge médian de 2 ans seulement. La gauche construit collectivement une grande espérance. Ce sont les mots du porte-parole du Parti socialiste hier soir après l'accord voté donc par le PS avec LFI en vue des législatives. Grande espérance ou grande reddition, ça dépend des points de vue. 62% des membres ont voté hier pour l'accord avec les Insoumis, les écologistes et les communistes. Résumé de cette soirée agitée avec Sybille Delette, Geoffrey Defebvre et Mathieu Reuillot. Et on en discute tous ensemble et notamment avec Amine Barki du PS. Pendant 4 heures, les échanges ont été parfois vifs lors du Conseil national du PS. Clarifier des positions, mais je vais aller jusqu'au bout. Mais finalement, c'est le rassemblement qui l'a emporté assez largement, avec plus de 62% des voix. Vous me demandiez si c'était historique. Ça l'est tout simplement parce que c'est la première fois que la gauche se retrouve depuis très longtemps unie pour une élection. Si certains opposants au texte ont décidé de respecter la décision du Conseil national. Nous aimons le Parti socialiste. Nous sommes attachés à lui et nous ne voulons pas en rajouter. D'autres ont clairement affiché leur mécontentement. Moi, je suis socialiste et ce n'est pas cette direction qui s'est soumise à l'insoumission qui va me retirer mon brevet de socialisme. Ou alors qu'il le fasse, on attend de voir s'il y a un délit d'opinion. Hier soir, il y avait aussi des absents. En particulier, Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, n'a pas pris la parole. Elle lançait hier soir à Montpellier la campagne des candidats de sa région. Et ce, même s'ils n'ont pas été retenus dans l'accord signé avec les Insoumis. Au Parti socialiste, il y a des statuts qui prévoient que toute candidature contre un candidat désigné par le Parti socialiste ou soutenu par le Parti socialiste est réputé être sorti du Parti socialiste de lui-même. Tous les représentants de cette nouvelle union de la gauche se retrouveront samedi pour une convention et le lancement officiel de la campagne des législatives. Amine Barki, vous étiez à ce Conseil national hier. Déjà, est-ce que je peux me permettre de vous demander si vous avez voté oui ou non? Alors j'ai voté pour. Vous avez voté pour? J'ai voté pour. L'héritage socialiste a-t-il été liquidé hier pour 70 circonscriptions dont, on va se parler franchement, 50 sont ingagnables, environ? Non. Donc pour 20 sièges, pour 20 sièges à l'Assemblée. C'est même pas la question. Caricaturer. C'est même pas la question. Ah bon? Je vais vous dire et je vais prendre aussi mon exemple à Montreuil. Moi j'étais candidat aux législatives à Montreuil-Bagnolet. Ça fait des mois que je suis en campagne, que j'essaie de porter un nouveau souffle, des nouvelles propositions. Et les tracts étaient même prêts. Les tracts étaient prêts, les affiches étaient déjà collées. Mais je me suis retiré tout à l'heure à la faveur de cette union de la gauche. Pourquoi?
il y a en politique parfois des choses qui vous dépassent et qui nécessitent que vous vous effaciez face aux événements. Qu'est-ce que nous ont dit nos électeurs, les nôtres comme ceux de la gauche, au moment des élections présidentielles? Ils nous ont dit, mettez davantage en avant vos convergences, moins que vos divergences. Bien sûr qu'on n'est pas, insoumis, on n'est pas écolo, on n'est pas communiste. Et évidemment que je n'oublie pas les divergences qu'on a avec la France insoumise sur la relation internationale, sur la laïcité parfois, sur le complotisme parfois. Sur le wokisme. Oui, sur le wokisme, sur d'autres. Je les combattrai toujours sur ces points-là. C'est pas des lignes rouges, ça ? Mais ce que nous disent aussi les électeurs, et franchement, j'en ai pris conscience ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est unissez-vous pour gagner. Parce que si on n'est pas unis, on ne gagne pas. Et celui qui gagnera à la fin sera la droite ou l'extrême droite. Pardon, Amine Barki. Donc, dans cette situation-là, moi, je préfère me faire un pas de côté. Que ce ne soit pas ma personne qui soit en avant, mais c'est plutôt un collectif, et de dire je donne une chance à la gauche de gagner. Alors, c'est ça l'enjeu. Il y a déjà 3 sortants PS qui ont été sacrifiés. Vous n'êtes pas un sortant, hein, vous, je précise. Il y a 3 sortants qui ont été sacrifiés. David Habib dans les Pyrénées-Atlantiques, Christian Hutin dans le Nord, Michel Victory en Ardèche. Quant à la 15e circonscription de Paris, dont on parle depuis 2-3 jours, il y a toujours d'âpres discussions avec la sortante Lamia El Arach du PS et sa challenger Daniel Simonet de LFI. Vous, Amine Barki, vous avez annoncé donc vous présenter à Montreuil-Bagnolet, mais on vous a demandé de vous retirer au profit d'Alexis Corbière. Pardon, on ne se connaît pas parfaitement, mais ça fait quand même quelques mois qu'on se croise sur les plateaux. Je ne vois pas une seule convergence de rapport quelconque entre le PS et les valeurs que vous défendez et LFI et les valeurs que défend Alexis Corbière. Qu'est-ce qu'il y a, Elisabeth? Je peux pas poser 2 questions. Mais non, mais je fais 3 minutes avec Amine parce qu'il est directement concerné. Je fais juste une réponse là-dessus. Quel rapport entre vous et Alexis Corbière? Comment voulez-vous que les électeurs se rejoignent? On a évidemment des divergences. Encore une fois, je ne vais pas les nier et elles resteront là. Je dis juste une chose, c'est que sur la question des salaires, sur la question de la fonction publique, sur la question de la planification écologique, il y a une chose très simple. On a des points de convergence qui, pour le quotidien des personnes, est plus important que le fait de parler tout le temps de nos divergences. Et je vais vous dire, moi-même, mais là, on peut avoir un débat sur tout ce qui nous oppose. Mais il y a juste une chose très claire. Quand les personnes vous disent, lorsque vous donnez un tract, ou lorsque vous discutez sur le marché, en fait, je l'aime pas beaucoup, celui un tel ou un tel, mais je vais quand même voter pour lui. Parce que c'est le sortant et parce que je me reconnais majoritairement dans ce qu'il dit, même si j'ai de divergence avec lui, vous vous effacez. C'est ça la politique. Alors excusez-moi, il y a quelque chose qui m'étonne, mais qui m'étonne aussi des électeurs et même qui m'agace des électeurs. C'est-à-dire que il y a le signifiant gauche et plus le mot gauche. C'est-à-dire l'Église, la gauche c'est le bien, c'est la vertu. On est de gauche, on est dans le camp du bien. Je veux dire, c'est plus important que le référent. C'est-à-dire, vous savez, en linguistique, le référent, c'est qu'est-ce que ça désigne. Qu'est-ce que ça désigne concrètement? Quel est le contenu? Quel est le référent? Quel est le contenu, si vous voulez, de ce mot gauche? Et au nom du mot gauche, vous vous asseyez sur des choses qui ne sont pas des petites divergences. Vous parlez de vos convergences, mais ces convergences, vous les avez aussi, excusez-moi, sur la question des salaires. Marine Le Pen est sur votre ligne. Pas du tout. Mais si. Je vais dire, arrêtez. J'ai bien relu tous les programmes. Marine Le Pen n'est pas du tout sur la même vision. Ce qui m'étonne un peu. Alors, je ne veux pas, je pense qu'on aurait tort, on a assez gueulé contre la diabolisation de Marine Le Pen, Éric Zemmour et tout. Je ne veux pas diaboliser Jean-Luc Mélenchon et le réduire à ces déclarations atroces, mais je vous les rappellerai pendant 5 ans. Je veux dire, vous y aurez le droit. Mais il y a quand même, avec Alexis Corbière, qui était, il y a quelques années, quelqu'un de tout à fait républicain, et qui, franchement, par opportunisme, est devenu woke, islamo-gauchiste, a bradé absolument tout ce qui faisait sa propre colonne vertébrale idéologique. Excusez-moi, moi, dans l'Assemblée de mon pays, eh bien, j'aurais préféré vous avoir, vous, quitte à ce qu'il n'y ait pas cette alliance qui est malgré tout une alliance de carpe et de lapin. En plus, vous vous alliez dans l'affaire le plus fort, parce que quand Mitterrand a plumé la volaille communiste, si vous voulez, vous voyez bien dans quel sens ça s'est fait. Là, c'est vous qui êtes en train de vous faire plumer par le mélenchonisme. Et ça, c'est très inquiétant, pas seulement pour vous, c'est inquiétant pour la France. Je ne crois pas. Je ne crois pas, Elisabeth. Amine, je reviens vers vous, mais je voudrais qu'on fasse un petit tour de plateau. Éric Woerth, qui regarde ça de très loin. Enfin, de la droite. De la droite, surtout de la majorité, puisqu'il va être investi par la majorité. Éric Woerth parlait, c'était hier ou avant-hier, je crois, de la prise de pouvoir idéologique de l'extrême gauche.
J'ai l'impression qu'on est en plein dedans. Mais il a évidemment raison. Là, on nous parle des mesures sociales, mais on nous sort le SMIC à 1 400 €, on nous sort le blocage des prix, on nous ressort la retraite à 60 ans, mais c'est la banqueroute assurée. Évidemment que ça ne tient pas debout. En outre, sur les valeurs, non mais on est les sociodémocrates, parce que ce sont des sociodémocrates qui sont en train de se soumettre à l'extrême gauche, sont en train de nous expliquer qu'il ne faut pas respecter les traités européens et que finalement il faut sortir de l'état de droit. Il y a une remise en cause de la loi sur le séparatisme et de la loi sécurité globale, c'est-à-dire qu'on dit clairement qu'on ne veut pas lutter contre l'islamisme et qu'on ne veut pas lutter contre la délinquance. Et vous prétendez vouloir lutter contre l'extrême droite, mais vous êtes en train de laisser ces thèmes finalement à ce que vous appelez l'extrême droite, puisque rien ne remplace la loi sur le séparatisme et rien ne remplace la loi sur la sécurité globale. Et de manière générale, mais regardez ce que c'est que Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'ai souvenir de quelque chose en 2014, alors qu'il y avait des manifs pro-palestiniennes, alors que des synagogues ont été attaquées à Sarcelles ou encore à Paris. Jean-Luc Mélenchon n'a parlé que d'excès et a dit une phrase qui m'a beaucoup choqué: je ne crois pas au fait qu'il y ait des peuples supérieurs aux autres, en visant les juifs. Mais est-ce que vous vous rendez compte là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de l'antisionisme qui n'est que le faux-nez de l'antisémitisme pour aller récupérer des voix sur certains territoires. Amine, j'ai beaucoup de respect pour vous, je vous respecte, vous incarnez une gauche républicaine, une gauche social-démocrate, mais là vous êtes en train de vous faire bouffer par des gens qui sont plus ou de moins en moins dans le giron républicain. Ça ne vous ressemble pas. Et pourquoi à la fin? Pour aller à la soupe, pour quelques lentilles. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Vous êtes en train de... Non mais de manière générale, c'est quand même ça. Non, parce que... à Alexis Corbière. Non mais derrière, il y a le financement des partis politiques. Vous savez bien pourquoi il y a cet accord. Et moi, j'ai été socialiste pendant longtemps. J'ai même pris ma carte au Parti socialiste en 2006 parce que j'étais très attaché à l'héritage de Jaurès. Et là, les socialistes sont en train de l'assassiner une seconde fois. Je trouve ça irresponsable. Pauvre Jaurès, pauvre Blum, revenez, ils sont devenus fous. Amine Barki, je vous laisse répondre. William T, il nous reste 40 secondes. Je vous laisserai intervenir juste après la pub. Je crois sincèrement pas qu'il y a une OPA de la France insoumise sur le Parti socialiste. Alors moi, je vois une chose. Non, mais je crois une chose. C'est qu'à un moment donné, il y a une coalition. Tout le monde se rassemble autour de leur programme. Non, lisez les 4 pages. Lisez le texte. Lisez le texte qui est sorti de la discussion entre la France insoumise et le Parti socialiste. Je vous assure que vous ne trouverez pas une divergence avec le programme qu'on a porté avec Anne Hidalgo à l'expression présidentielle. Pourquoi les divergences sont-elles si grandes au sein même du parti pour voter cet accord? Pour une raison très simple. Je vais vous le dire très tranquillement. C'est une question culturelle. Vous avez une génération qui a gouverné, qui a toujours dominé la gauche, et vous avez une nouvelle génération qui estime que la gauche est une coalition. Voilà. Et donc forcément, vous avez... Non, c'est pas une question de pas plus de valeur. Les valeurs, moi, encore une fois, on défendra toujours cet aspect républicain que vous citiez toujours. Avec des gens qui à aucun moment, le Parti socialiste est rentré dans la loi séparatisme, vous, contre vos copains de la France insoumise. Je défendrai tout texte qui permettra de lutter contre l'islamisme. Elle existe, la loi séparatisme. Non, mais l'abrogation de la loi, on peut aller déjà à l'abrogation de la loi El Khomri, la désobéissance à l'Europe, la retraite à 60 ans. Tout ça est accepté par le PS. Mais vous savez ce qui se passe, c'est que c'est maintenant la gauche de gouvernement, c'est plus la gauche modérée. Vous savez quoi? On marque une petite pause. On poursuit la discussion, gardez vos arguments, restez en forme, vous êtes très bien. A tout de suite, la pause. Mais on attend William. Et oui. L'heure des Pro 2, la deuxième partie. On poursuit les discussions autour de l'héritage liquidé du Parti socialiste ou pas, dit Amine Barki. Mais d'abord, l'actualité. Sandra Chiombo. Jean-Luc Mélenchon, deuxième personnalité politique préférée des Français. Le chef de file de la France insoumise bénéficie d'une cote de confiance de 35%. Le sondage a été réalisé cette semaine pour Les Échos et Radio Classique. Tous les indicateurs semblent au vert avec une diminution de la circulation du Covid-19 et des hospitalisations. Mais attention, l'épidémie est contrôlée mais certainement pas terminée, préviennent les scientifiques. Certaines restrictions toujours en vigueur pourraient néanmoins être levées prochainement. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que la ville de Mariupol est complètement détruite. Il ne resterait rien à prendre pour la Russie à part son aciérie. La ville comptait près de 500 000 habitants avant la guerre. Elle a été dévastée par 2 mois de siège et de bombardements.
toujours avec Amine Barki, Kevin Bossuet, Elisabeth Lévy et William Tay. On continue la conversation encore quelques minutes autour de cet accord voté hier soir par le PS avec LFI en vue des législatives. William Tay qui ne s'est pas encore exprimé sur la question. Sur le fond, est-ce que selon vous, il s'agit d'une alliance contre nature? Où est la gauche socialiste, pro-européenne, laïque? Est-ce qu'elle vient de signer son arrêt de mort, tout simplement? Oui, je pense qu'elle vient de signer son arrêt de mort, mais c'est parce que la gauche, depuis des années, ne sait pas où est-ce qu'elle habite. Vous aviez une gauche, en fait, qui était républicaine et qui a créé la laïcité en 1905. Et aujourd'hui, il s'allie avec des gens qui sont ouvertement communautaristes, antisionistes et qui visent, en fait, l'électorat musulman, et notamment, c'est l'électorat visé par Mélenchon. Le Parti socialiste, historiquement, a porté les valeurs du combat universel et donc a porté la question du projet européen en 92 avec la question du traité de Maastricht. Aujourd'hui, s'allie avec des types qui remettent en cause la construction européenne, et notamment Jean-Luc Mélenchon, qui était le leader du non face à François Hollande. Et ensuite, après, sur la question économique, laissez finir, s'il vous plaît. La gauche, en fait, a entamé un tournant en 83 avec François Mitterrand, l'a poursuivi avec François Hollande et se dirigeait petit à petit vers un parti démocrate à l'américaine, ou ce qui se passe dans les autres gauches européennes. Et ils sont en train de tourner le dos en signant cet accord sur le combat mené par François Hollande, notamment sur la question du CICE et sur la question de la loi El Khomri. Ensuite, la gauche a toujours porté des combats d'égalité. La gauche a toujours porté des combats d'égalité, et aujourd'hui, vous êtes avec des gens qui défendent la discrimination positive et donc qui sont contre la question du principe d'égalité. Donc petit à petit, vous êtes en train de tuer toutes les valeurs qui ont fait de la spécificité de la gauche française. Non mais attendez, honnêtement, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais d'abord, considérer que la France insoumise comme un seul bloc, en disant les gens, c'est pas vrai. Non, mais il y a des divergences. Sur les questions de la laïcité, est-ce qu'on est d'accord pour dire que sur les questions de laïcité notamment, il y a une ambiguïté à la France insoumise? Je veux dire, ils disent pas tous la même chose. Ils disent pas. Mélenchon ne dit pas la même chose de ses lieutenants. Donc ce qui compte, c'est le texte qu'on a signé avec eux. C'est ça qui compte. Non, moi je ne vais pas cautionner les excès des uns et des autres. Jamais. Par contre, il y a un texte. C'est ça un accord. Un accord politique entre deux partis, c'est ça. Il y a une base et c'est ça qui doit être respecté. Sur l'Europe, pardon, mais quand Hollande, qui a gagné il y a pile 10 ans, heure pour heure, la présidentielle, qu'est-ce qu'il a dit? Pendant la campagne, je ne parle pas pendant l'exercice. Il a dit je vais renégocier le TSCG, le traité européen. Quand il a dit, quand Jospin était en campagne, quand il a pas dit, oui, d'accord, mais c'est la même chose. Quand en 97 Jospin est en campagne législative, il dit je ne respecterai pas le traité d'Amsterdam. Bref, l'Europe a toujours été dans une espèce de divergence. Donc là, on a. Alors, je voudrais juste qu'on entende un extrait avant de poursuivre la conversation. Je vous rends la parole, mais il faut qu'on rythme un peu le débat. Ça a vraiment rapport avec ça. Alors très vite, Isabelle. Ça a vraiment rapport avec ça, justement. Moi, c'est pas sur la question européenne. Moi, je pense, si vous voulez, que le maastrichisme du PS a été un des éléments qui ont causé sa perte. Ce qui a causé la perte du PS, c'est l'abandon des classes populaires. De ce que Michel Onfray appelle, et notamment des classes populaires non immigrées. Ce que Michel Onfray appelle le peuple old school. Pourquoi? Parce que ces gens-là, je veux dire, c'était des franchouillards qui voulaient de la nation, qui voulaient des frontières, qui voulaient qu'on réduise ou qu'on arrête l'immigration. Or, la réalité, si vous voulez, c'est que ces erreurs terranovistes, si vous voulez, l'alliance des bobos et des immigrés, vous êtes en train de les reconduire au carré avec LFI. Et moi, je vous dis que cette alliance qui a l'air forte aujourd'hui, elle va avoir exactement le même effet. C'est-à-dire que vous allez laisser, ça va être le parti des bobos et des immigrés ou des musulmans, même plus spécifiquement, et vous allez abandonner, comme d'habitude, les classes, comme vous l'avez fait depuis 30 ans, les classes populaires au Rassemblement national, à Reconquête, etc., s'ils y arrivent. Encore une ou deux prises de parole sur ce sujet avant de passer à autre chose. Je voudrais juste que vous entendiez Manon Aubry de LFI, donc, qui s'est exprimée après cet accord avec le PS. Écoutez. Je me souviens, la première fois qu'on a vu le Parti socialiste, il y a à peu près une grosse semaine, j'avais le sentiment d'avoir en face de moi un nouveau Parti socialiste qui est prêt à revenir sur les lois El Khomri, ces lois travail qui ont fait tant de mal au travail, qui était prêt à défendre la retraite à 60 ans, la 6e République et même à ne pas respecter certaines règles européennes. C'est ce qui ne plaît pas à François Hollande, Bernard Cazeneuve ou d'autres. Vous savez, les éléphants, si je voulais faire une mauvaise blague, se trompent énormément. Donc, en réalité, je crois que c'est une opération de clarification pour le Parti socialiste. Opération de clarification, dit Manon Aubry. Ça sent plutôt l'opération de liquidation. Bien sûr, c'est une liquidation, c'est un suicide. Moi, je trouve qu'avant de discuter, il y aurait dû au moins avoir un préalable, le fait que la France insoumise n'investisse pas quelqu'un comme Taha Bouaf. Est-ce que vous imaginez Taha Bouaf député? Et je suis d'accord avec Elisabeth, le problème de la gauche, c'est qu'elle a troqué le peuple contre une coupe de champagne. Elle a aussi troqué le peuple contre la défense des minorités. Et c'est ça
le problème. Et aujourd'hui, on se retrouve avec deux électorats qui sont antagonistes. Quand vous parlez à une partie des minorités, les questions féministes, les questions liées à la défense des droits homosexuels, évidemment que ce n'est pas une priorité pour eux. Et de l'autre côté, ils en font comme un étendard. Ce sont deux électorats qui, en plus, ne s'entendent pas. Ce qui est en train de se passer est très, très grave. Et je trouve qu'il y a une rupture morale, une faute historique, mais énorme. Et vous êtes pas, j'imagine que vous n'êtes pas forcément à l'aise à l'idée de faire partie de la même famille que Tabouaf, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit en 72, quand Mitterrand s'est allié avec le Parti communiste, qui est un parti communiste qui avait une ligne directe avec le Kremlin, on se souvient, il y avait les mêmes débats. Mitterrand. Et là, finalement, il a gagné, il a gouverné, et maintenant on se réfère à lui. En 97. C'est-à-dire quoi? Vous imaginez renverser la tendance? Non, je crois juste une chose. C'est que quand la gauche, elle s'unit sur une base. C'est pas la gauche. Mais si, c'est la gauche. C'est l'extrême gauche. Mais non, mais ça, c'est vous qui c'est pas l'extrême gauche. Et pourquoi est-ce qu'il y a des trucs à droite là où il n'y en a pas à gauche? C'est ça que j'ai du mal à comprendre aussi. De Montreuil-Bagnolet, je pense que ça vaut pour d'autres territoires. Quand on parle de la France insoumise, personne ne dit c'est l'extrême gauche. Mais Bagnolet, excusez-moi. Quand on parle. Bagnolet, c'est un bon exemple. Amine Bagnolet, jamais complètement indigéniste. Je n'ai jamais. C'est incroyable, Bagnolet. Mais quand je vois le nombre de messages qu'on reçoit depuis qu'il y a les échanges entre la France insoumise et le PS, de gens qui disent enfin vous vous unissez, enfin vous le faites. Mais sur quelles valeurs? Sur des valeurs qui ne sont pas les vôtres. C'est ça qui est compliqué. C'est la soumission de la gauche républicaine à l'extrême gauche, islamo-gauchiste, indigéniste et wokiste. C'est d'abord la question sociale quand même. C'est d'abord la question sociale. C'est ça le plus important. La question sociale, elle est partie à la droite de la droite. Comment je remplis le frigo à la fin du mois? Comment je fais pour qu'il n'y ait pas la fin du monde? Voilà, c'est ça la question. Après, on peut je ne suis pas sûr que ce soit les thèses développées particulièrement par la France. Ce qu'il faut ajouter, c'est qu'il a raison de dire que toute la France insoumise n'est pas... C'est vrai. Non, mais ça, il faut être honnête. Et ça, c'est dans tous les partis. Toute la France insoumise n'est pas sur la ligne wokiste. Et Mélenchon lui-même, c'est pour ça que je lui en veux tellement, il ne sait pas ce qu'il pense. C'est pas son ADN, l'ADN, l'histoire de Mélenchon. C'est pas ça. On ne va pas refaire l'histoire de Mélenchon. William Tay pour conclure. Vous avez des courants dominants à LFI. Et ceux qui dominent sur la question de la société, c'est Obono et c'est Clémentine Autain. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Vous faites une différence avec François Mitterrand. C'est quand vous avez François Mitterrand, il faisait un accord de gouvernement et donc du coup, chacun amenait des propositions. Mais là, vous amenez aucune proposition. C'est les insoumis qui vous imposent un programme. Relisez le texte. Vous devez tout renoncer. Vous avez renoncé à vos sortants, vous avez renoncé à vos... Qu'est-ce que vous avez gagné alors? Dites-nous ce que vous avez gagné. Je regrette que... Qu'avez-vous gagné dans la négo? Par exemple, sur la question sociale, sur la question des salaires, là, on a été mis. Ça ne tient pas debout. Mais pourquoi ça économique? Non, mais d'accord, mais ça, c'est autre chose. Par contre, on dit qu'est-ce qu'on a gagné? Là, on a gagné là-dessus. Tiens, Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon. Sur la question sur la fin de vie. On a gagné plein de choses sur lesquelles il n'y avait pas dans le programme de la France insoumise, et sur lequel on est venu avec. Je vous demande, regardez sur le site du Parti socialiste ou de la France insoumise c'est terrible. Le relevé de 4 pages sur ce qu'a été le relevé de décision, et je vous assure que vous ne trouverez pas quelque chose qui ressemble trop au programme de la France insoumise. Dernière petite info, s'il vous plaît, Elisabeth. Dernière petite info, Jean-Luc Mélenchon qui est au 20h de France 2 ce soir, qui était au 20h de France 2 ce soir, et il dit qu'il ne sera vraisemblablement pas candidat aux législatives. Le patron des Insoumis qui invoque la légitimité suffisante que lui conférerait s'il devait devenir Premier ministre les 7 millions de voix engrangées au premier tour de la présidentielle. Il va nous la jouer longtemps, celle-là, maintenant. Oui, il est président. Non mais d'accord. Enfin, il n'a pas été élu, il n'était même pas au deuxième tour, donc il faudrait peut-être qu'il redescende là. S'il vous plaît, le parti, dernier thème politique, le parti présidentiel La République En Marche qui n'est plus, appelez-le Renaissance, s'il vous plaît, madame. Un parti populaire. On dirait un nom de secte. C'est vrai que c'est bizarre. Renaissance, écoutez, c'est la mode. Horizon, Renaissance, avec vous, avec moi, qui êtes-vous? Enfin bon. Un parti populaire qui a vocation à être ouvert pour toujours faire le choix des lumières contre l'obscurantisme, a dit Stanislas Guerini hier. Alors, bon, on va pas rentrer dans le détail, surtout qu'on en a parlé un peu déjà hier soir. Je voudrais juste qu'on revoie cette photo parce que ça a été. Ici, oui, bien sûr, évidemment. Ça a été un petit peu la photo commentée hier sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je sais pas si ça vous a frappé, mais bon, la première chose qu'on voit, c'est quand même l'ancien monde qui est en plein visage. Pardonnez-moi, 4 hommes, 4 dinosaures, j'allais dire. Bon, Stanislas Guerini n'est peut-être pas de cette classe-là. En tout cas, des gens bien ancrés dans la politique. Jean-Luc Mélenchon a réagi à cette photo. Sinistre réunion non mixte
mixte, en plein virilisme du regard. L'Union populaire sera paritaire partout et tout le temps. Éric Ciotti a commenté cette photo. Quel enthousiasme, dit-il, je crois, Éric Ciotti, si on peut l'afficher. Le voici. Quel enthousiasme, ça fait envie. Et puis Fabien Roussel qui a joué, lui, avec le mot Renaissance, qui, pour lui, ressemble plus au Moyen-Âge. C'est vrai que ça fait un peu ancien monde. Il y a du vert. Pardon de le dire comme ça, mais ils tirent tous la tronche. Mais il y a de la verdure. Ça sent pas l'avenir, quand même. Ouais, il y a de la verdure, mais est-ce qu'on peut remettre la... Oui, voilà. Moi, j'ai quand même envie de commenter encore Jean-Luc Mélenchon qui nous la joue, qui maintenant emprunte le vocabulaire débile des néo-féministes, pour nous expliquer. Viriliste. C'est vraiment pas son vocabulaire, purée, mais c'est vraiment, il joue un rôle, en plus, c'est insupportable. C'est insupportable. Oui, mais enfin, s'il dit ça et qu'après on le reprend dans les médias comme le nôtre ici, il a réussi son coup. Donc, en termes de, on n'a pas besoin d'en parler. On remet une dernière fois la photo, les amis, en régie. William Tech, Kevin Bossuet, juste en termes de com, il lance un nouveau parti, c'est Renaissance, autour du président de la République, un projet d'avenir. Ils tirent la tronche, mais comme jamais, on a l'impression qu'ils sont au bout de leur vie. Franchement, c'est la pire com de lancement d'un parti. Après, on peut surinterpréter des photos, c'est une fraction de seconde dans une réunion. Mais voilà, de publier un truc pareil. Ce qui est intéressant, c'est que ça traduit l'évolution d'Emmanuel Macron entre 2017 et 2022. Emmanuel Macron, en 2017, il était un peu le candidat de la disruption, qui apportait de la nouveauté, qui voulait abattre l'ancien monde. Aujourd'hui, il défend l'ancien monde politique et c'est lui qui reprend tous les types de l'ancien monde. Emmanuel Macron, quand il arrivait, il voulait tout bousculer. Et en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est ? C'est le représentant des boomers et de le parti de l'ordre, qui garantit l'ordre social et les droits sociaux et l'ordre sécuritaire. Et c'est comme ça ce qu'il est devenu, en fait. C'était le candidat qui devait changer et modifier la France profondément, qui portait un programme qui s'appelait Révolution. Aujourd'hui, qui défend les rentes et les intérêts des partis établis. Mais il y avait les petits enfants aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les profils des 4 personnes sur la photo, ils ont tous un parcours totalement différent. Vous avez Édouard Philippe, la droite, vous avez Richard Ferrand, la gauche, et je l'ai connu très à gauche, et puis vous avez François Bayrou au centre, et puis le nouveau... Stanislas Guérini qui vient du PS, hein. Il vient du PS, Stanislas Guérini. Qui a fait un passage au PS, mais il vient du PS. Et donc, il y a totalement... Et puis, ça montre quand même que la colonne vertébrale de La République En Marche, maintenant Renaissance, est quand même très difficilement compréhensible. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à le défendre. Ça vous choque de voir Manuel Valls investi sur une circonscription des Français de l'étranger ? Écoutez, moi j'ai beaucoup d'estime pour Emmanuel Valls, je trouve que c'est la vraie gauche républicaine, la gauche impeccable là-dessus, mais je suis d'accord avec vous, cette photo est ridicule. Moi, on dirait une photo qui a été prise lors d'un loto organisé dans une maison de retraite. Il manque plus que les cannes et les déambulateurs, mais si c'est ça le nouveau monde, mais franchement, ça pose quand même question. Enfin, moi, ça m'explique. Je l'ai le 42. Pas d'ageophobie, s'il vous plaît. Non, mais sur Emmanuel Valls, je peux dire un mot quand même. Mais dites, vous êtes là pour ça. Moi, je suis un peu désolé parce que Manuel Valls, il incarne comme ligne, disons, celle qui me plaît. Mais honnêtement, sa façon, si vous voulez, ça se voit trop. Ah oui, comme le nez au milieu du visage. Voilà, je veux dire, il y a un moment, il y a quand même une forme de... franchement... Il y avait déjà un député sortant... Allez, comme on dit, au râtelier. Non, mais c'est... Il y avait un député sortant à La République En Marche sur cette circonscription. Mais vous l'avez vu le soir. Et il prend sa place. Et vous l'avez vu le soir. Enfin, écoutez, c'est pas digne, cette façon d'essayer de se pousser pour être dans les images, sur les images. Si vous voulez, il y a quelque chose... Au Champ de Mars. Non, mais je suis d'accord. On a passé au tout début de l'émission à taper sur la gauche qui se soumet à l'extrême gauche. Pour une fois qu'il y a quelqu'un de gauche qui garde ses idées de gauche social-démocrate, on peut excusez-moi, moi je ne fais pas non plus une confiance aveugle à Emmanuel Macron sur ces questions de laïcité. Je ne suis pas sûre. La façon dont Zineb El Razoui et d'autres, le printemps républicain, sont allés avec armes et bagages chez Emmanuel Macron, je trouve pas ça génial non plus. 20h45 quasiment, 44 précisément. Le point sur l'actualité, Sandra Chiombo. La Russie restera pour toujours dans le sud de l'Ukraine. Un haut responsable parlementaire russe l'a annoncé ce vendredi lors d'une visite à Kherson. Selon Andrei Turchak, il n'y aura aucun retour vers le passé. Nous allons vivre ensemble, développer cette région riche. Des grandes puissances agricoles promettent la sécurité alimentaire du monde malgré la guerre en Ukraine. 51 membres de l'Organisation mondiale du commerce ont rédigé un communiqué conjoint ce vendredi. Ils promettent également de ne pas imposer de mesures commerciales restrictives injustifiées sur certains produits clés pour la production. Forte explosion dans un hôtel en travaux du centre de la Havane. La façade de l'hôtel Saratoga, classé 5 étoiles, a été en partie endommagée ce vendredi. Les 4 premiers étages ont été complètement soufflés. Sur son compte Twitter, la présidence cubaine évoque un drame provoqué par une fuite de gaz. Bilan au moins 8 morts, 13 disparus et une trentaine de blessés.
On abandonne la politique pour évoquer cette terrible affaire de viol. Ça s'est passé en pleine rue à Nancy, le viol d'une jeune femme de 22 ans. Le suspect a été interpellé, c'est un homme de 37 ans et on apprend. Et c'est là que c'est encore plus terrible qu'en 2010, il avait été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir tué une dame âgée de 82 coups de couteau. Le récit est signé Valérie Labonne. Le 27 avril dernier, à Nancy, vers 22h30, une jeune femme de 22 ans rentre chez elle après sa journée de travail quand un homme la menace d'un couteau et la viole. Les analyses génétiques effectuées dévoilent l'ADN d'un homme déjà enregistré sur le fichier national des empreintes génétiques. Le suspect interpellé avait été condamné en 2010 à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Douai pour le meurtre d'une vieille dame. Incarcéré à Nancy, il avait bénéficié d'une libération conditionnelle. Des précautions ont été prises. Il y a eu plusieurs expertises psychiatriques qui avaient estimé que le risque de récidive n'était pas avéré, qu'il était réinsérable, qu'il présentait toutes les conditions. Tout de même, on ne peut pas dire que dans cette affaire-là, il y a eu un dysfonctionnement ou une mise en liberté à la légère de la part du juge d'application des peines. Comme le permet la loi, l'homme avait bénéficié de nombreuses remises de peine. À sa sortie de prison, il avait également respecté ses obligations de soins et exerçait le métier de jardinier auprès d'une association de réinsertion. Lors de son audition, il a nié les faits. Présenté à un juge d'instruction, il a été mis en examen pour viol sous la menace d'une arme et menace de mort, puis placé en détention. Kevin Bossuet, on fait un tour de table. 2010, il prend 20 ans de prison. On fait le calcul, on est en 2022, le compte n'y est pas. Et c'est la société qui en pâtit, en l'occurrence une jeune fille de 22 ans. Pour l'opinion publique, je vous dis franchement, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est intolérable. C'est intolérable, vous vous rendez compte, 82 coups de couteau. Enfin, comment est-ce possible que cet homme soit encore la liberté? La justice est rendue au nom du peuple français. La justice est rendue avec les impôts des Français. La justice devrait protéger les victimes ou les potentielles victimes. Et cet homme n'a rien à faire dans la rue. Après, on nous dit qu'il y a toujours une montée dans ce pays des idées de la droite, que les gens, en effet, sont effrayés de voir la montée de l'insécurité. Mais là, ce n'est pas un sentiment d'insécurité pour la jeune fille qui a été victime de cela et pour sa famille. C'est la vraie insécurité. Nous sommes dans un pays profondément laxiste, dans un pays qui abandonne finalement les victimes et qui met au-dessus de tout les droits des criminels, les droits de ceux qui ne respectent pas la loi. Ce n'est pas normal. Il y a un renversement des valeurs dans notre société et à un moment, ça va quoi. On parle d'un suspect donc, qui est capable d'actes de barbarie, qui bénéficie de remise de peine automatique, William Tay. Est-ce qu'il y a des crimes d'une horreur telle qu'il ne devrait jamais bénéficier de remise de peine? Est-ce qu'on devrait être beaucoup plus dans l'individualisation des peines? Oui, je pense, parce qu'en fait, quand vous avez une chose comme ça qui arrive, qui est un drame, mais quand vous en avez plusieurs, c'est plus un drame, ça s'appelle un fait de société. Et ça fait plusieurs fois. C'est un échec de la justice. C'est un échec de la justice. Mais en fait, moi, je pense que on a déjà eu cette conversation, je pense que l'enjeu principal, c'est de modifier le droit par rapport à l'évolution de la société. Quand vous avez des questions de droit qui mettent un maximum 20 ans, 30 ans, alors que sur certains crimes, ces personnes ne sont pas réinsérables dans la société, je pense qu'il faut élargir les peines pour aller sur un modèle qui fonctionnerait comme sur les États-Unis, c'est-à-dire faire des peines de 120, 150 ans, 180 ans, 200 ans. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Tu prends 20 ans, mais même pas 120 ans. Tu prends 20 ans, tu fais 20 ans. Mais point à la ligne, ça s'arrête là. Juste faites la peine. La question qui se pose, c'est même pas 20 ans, 30 ans, c'est est-ce que la personne est réinsérable ou pas dans la société? Si on considère que la personne n'est pas réinsérable dans la société, il faut écarter les personnes de la société, parce que c'est ça le but de la justice. Le but de la justice, c'est d'écarter les personnes de la société parce qu'ils considèrent qu'ils sont nuisibles pour la société. Et je pense que cette personne, en poignardant une vieille dame de 82 coups de couteau, n'était pas réinsérable dans la société. Et à travers ce que dit William Tay, il y a un autre sujet sous-jacent qui est très important. Il va peut-être falloir s'interroger également sur les expertises psychiatriques, sur leur fonctionnement. Parce que certes, c'est évidemment le juge qui décide, mais il se base sur des consultations et des expertises psychiatriques. Comment ça se passe? Comment un psychiatre dit, cet homme-là, oui, il a donné 82 coups de couteau à une vieille dame, mais vous pouvez le laisser sortir, ça va bien se passer. Vous avez raison, je voulais juste ajouter, excusez-moi,
excusez-moi, ce que vous dites, c'est pas seulement une question de droit, c'est une question. Le droit, ça n'existe pas en dehors des gens qui l'appliquent, vous savez. Et un magistrat m'a confié qu'ils appelaient les JAP, les juges d'application des peines, les juges de l'inapplication des peines. C'est-à-dire, il y a chez certains magistrats, essayons de ne pas faire dans la globalisation, il y a quand même une idéologie. Mais j'avais dit que je parlais pas sur ce sujet, ça me met trop en colère, donc. Allez, un dernier mot, Amine Barki. Est-ce que je voudrais vraiment qu'on reste sur cette question psychiatrique, parce que quand on sait que le psychiatre et la psychiatrie est le parent pauvre de la santé en France, on a vraiment envie de savoir comment se passent ces expertises. Est-ce que l'horreur de ce qu'il a fait est prise en compte au moment de cette consultation? Un homme qui est capable de mettre 82 coups de couteau, quand bien même il se repent et fait 10 ans de prison, est-ce qu'il doit être réinséré dans la société? Je sais pas, moi je ne vais pas parler du cas d'espèce, je ne connais pas du tout le dossier. Évidemment, c'est terrible pour la famille, il n'y a pas de mots. Je dis simplement, c'est facile de dire, a posteriori, le juge de l'application des peines ou le psychiatre a eu tort. Peut-être qu'à l'instant T, il s'est dit tous les éléments sont bons, même s'il a commis ce crime en 2010, pour pouvoir commencer un parcours de réinsertion. Si, à ce moment-là, il pensait que c'était juste... C'est très facile de dire tels. Je répète ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Moi, je ne connais pas le dossier. Il y a une horreur qui est telle. Non, mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'à un certain degré d'horreur, de barbarie, on doit oublier ces remises de peine et juste effectuer. La prison à vie, moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. C'est le rousseauisme de la gauche. Je pense simplement. L'homme est bon, c'est la société. C'est quasiment l'heure de refermer cette heure des Pro 2. Je pense que les gens changent. C'est quasiment l'heure. Et justement, c'est l'heure de refermer l'heure des Pro 2, comme on dit dans le jargon, sans transition, parce que là, pour le coup, on passe vraiment du coq à l'âne. Je voulais terminer avec un petit sourire. Enfin, un sourire. Vous faire part d'une tristesse profonde que je ressens, parce qu'à partir du 1er juillet, j'ai appris ça cette semaine, une voix légendaire qui nous accompagne depuis près de 90 ans va disparaître. Au 4e top, il sera 18h27. T'écoutes l'horloge parlante quand tu t'emmerdes. L'horloge parlante, le premier système automatisé au monde destiné à donner l'heure légale en France via un appel téléphonique, va s'arrêter le 1er juillet 2022. C'est le patrimoine industriel français qui est jeté à la poubelle. Les cabines téléphoniques, ok, j'ai réussi à accepter. Le Minitel, ça m'a passé. Mais là, l'horloge parlante... Combien de fois vous l'avez appelé dans votre vie ? L'horloge parlante, ce n'est pas possible. Combien de fois vous l'avez appelé dans votre vie, l'horloge parlante ? Alors, il n'y a que des gens, je crois, non, je suis pas... Est-ce que tout le monde a plus de 30 ans autour de cette table ? Non, pas moi. Non, tout le monde sauf Elisabeth a plus de 30 ans. Je ne connais pas une personne de plus de 30 ans qui n'a jamais appelé l'horloge parlante. Elliot Deval vous regarde d'un air consterné. Mais Elliot, il est jeune. Il ne sait pas, Elliot, qu'on va... C'est jeune et ça, c'est rien. Pas du tout. C'est la fin d'une époque, non ? Ça vous fait pas mal au cœur ? Non, mais il n'y a que moi que ça chagrine. Vous connaissiez pas. Et ben voilà. Et ben c'est ça. Les moins de 30 ans, j'en ai parlé dans la rédaction, j'en ai parlé avec Elliot tout à l'heure, il ne savait même pas que ça existait. Vous avez moi, un jeune fils, je peux le dévoiler. Peut-être que vous avez un jeune fils, peut-être qu'il ne connaîtra jamais l'argent liquide. Oui, c'est vrai. Parce que vous savez, un jour, l'argent liquide va disparaître. Ça, à mon avis, ce serait une très mauvaise chose. De toute façon, j'ai essayé d'appeler une dernière fois aujourd'hui et je me suis rendu compte d'une chose. Alors là, c'est scandaleux. C'est devenu payant, l'horloge parlante. Vous appelez, c'est 1,50 €. C'est facturé 1,50 €. Je vais vous la rembourser. Mais vous savez qu'il y a aussi des gens, qui n'auront jamais connu un monde sans Internet. Et là, en termes anthropologiques, excusez-moi, la différence est peut-être plus grande. Mais vous avez atterré Elliot Deval. Ah, mais Elliot Deval, en plus, il est en colère parce que je viens de lui manger 45 secondes de son émission. Oh, il est hors de lui. Il est hors de lui, notre ami Elliot. Et donc, on va vous retrouver de 21h à minuit. Cher Elliot, qu'est-ce qu'il y a au programme de Soir Info ce soir ? Et je crois que l'horloge, non pas Parlotte, mais l'horloge dit que vous êtes très en retard, Julien. Bon, pour le programme de Soir Info Week-end, d'abord, on va vous présenter les personnalités politiques préférées des Français. Je vous donne un indice. Mon premier a déjà été premier. À 22h ensuite, on va avoir un face-à-face, puisque c'était la polémique de la semaine. Vous avez entendu ce syndicat de police lundi dire le problème de la police, c'est la justice. Et bien, sur le plateau, nous aurons un syndicat de magistrats face à un syndicat de police pour savoir ce qui les unisse et ce qui les sépare. Et puis la gauche, Jean-Luc Mélenchon, c'est tombé il y a quelques instants. Il veut être Premier ministre, mais c'est pas sûr qu'il soit candidat aux législatives. Et puis cette alliance LFI Parti Socialiste, est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est simplement pour les sièges, pour l'argent ? Regardez cette déclaration. Ce que propose Jean-Luc Mélenchon, c'est tout le monde derrière moi. C'est l'union pour les nuls. C'était le 15 octobre 2021. Je ne vous dis pas qu'il l'a dit. Je vous le donne à Soir Info Week-end. Ah non, on garde la surprise pour Soir Info Week-end, Julien. Ah bah c'est sûr, oui. Ouais, mais bon. Oh, allez.
Allez, ça commence par un O. Allez, merci à Benjamin Noë, à Noémie Goubron qui ont préparé cette émission. Elliot Deval, donc dans quelques minutes pour Soir Info jusqu'à minuit. Je vous souhaite un très beau week-end. Bonne soirée sur CNews.